Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un type de vidéo que j'ai pas fait depuis quelque chose comme 2 ans. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté de le... Enfin, je sais pourquoi j'ai arrêté de le faire, parce qu'il y avait plus de sagas pour lesquelles je voulais faire ça. Mais là, je me suis dit que c'était l'occasion pour les Chroniques Homérides. Donc, je sais, vous l'avez vu dans le titre. En fait, ce sont des vidéos dans lesquelles je vais vous parler des 3 tomes. Là, en l'occurrence, des Chroniques Homérides. Sauf que moi, là, à l'heure où vous me voyez et où je vous parle, je n'ai lu que le tome 1. C'est-à-dire qu'au lieu de lire les 3 tomes et de tourner la vidéo à la fin, je préfère là lire le tome 1, tourner un premier bout de vidéo pour vous en parler, lire le tome 2, tourner un autre bout de vidéo et ensuite lire le tome 3 et finir la vidéo. Donc là vous avez la vidéo avec les 3 morceaux de vidéo, mais moi je tourne le premier aujourd'hui pour vous donner un ordre d'idée. On est après mi-mars au moment où je tourne ça. Bref, donc j'ai relu le tome 1 des Chroniques Homérides de Alison Germain, donc le souffle de Midas, et j'étais persuadée d'avoir déjà fait une vidéo comme ça sur la saga, et je m'étais dit bah, je vais pas refaire, ça ferait doublon, ça serait ridicule, et en fait je ne l'ai pas fait parce que, j'ai vérifié dans mes vidéos, j'avais oublié, mais j'ai lu ce tome 1 dans le cadre du PLIB à l'époque. J'avais participé à la première session, à la première organisation du PLIB, et puis ensuite j'ai arrêté parce que ça m'avait gonflé, mais j'ai lu ce tome 1 dans le cadre du PLIB et j'avais bien aimé. Il me semble même que j'avais fini par voter pour ce bouquin là, peut-être je peux me tromper, mais en tout cas il était dans les 3 que j'avais choisi au final, donc voilà. Mais du coup j'ai pas fait de vidéo zoom sur la saga, donc du coup j'ai décidé de le faire maintenant. Donc c'est une relecture, il n'y a pas vraiment de surprise dans ce tome 1, j'ai beaucoup aimé le tome 1, je pense que je l'ai un peu moins aimé qu'à la première lecture. Parce qu'à la première lecture, j'en attendais vraiment rien. Je sais pas comment expliquer, mais je m'attendais pas à grand chose en commençant le tome 1 et en commençant la saga. Et j'ai découvert un univers et un personnage que je trouve absolument génial. À la relecture, du coup, je savais que j'appréciais l'univers et que j'appréciais le personnage. Donc, vous voyez, c'est un peu différent. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 1. On y rencontre Louise qui vit en Angleterre. Il me semble que c'est ça, qui vit en Angleterre et qui travaille dans un petit magasin de pierres. Elle croit pas du tout aux vertus des pierres, un peu comme moi, mais c'est le job qu'elle a trouvé. En gros, ça lui permet de gagner de l'argent, du coup elle fait ça. Et un soir, elle finit son service et son travail dans ce petit magasin-là et elle rentre à pied chez elle, comme tous les soirs après son travail, et elle va entendre une femme qui se fait attaquer, qui se fait agresser. Elle va entendre des hurlements. Et je l'ai dit en vlog, des hurlements, genre où tu sais que, comment dire, on t'a blessé physiquement, on t'a agressé physiquement. Vous voyez ce genre de hurlements, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, du coup, elle est un peu en panique, elle sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'elle va l'aider? Est-ce qu'elle cherche? Elle est toute seule en même temps. S'il y a une femme qui se fait agresser, elle est pas sûre de pouvoir l'aider, elle a peur. Elle finit par appeler la police, mais manque de bol, son portable a plus de batterie. Bah oui, bah c'est comme ça, c'est la vie. Et du coup, elle finit par, en fait, sa conscience finit par lui dire qu'elle peut pas laisser une femme comme ça, toute seule, se faire agresser. Donc elle finit par aller voir ce qui se passe dans le parc, parce que ça se passe dans le parc. Elle voit un homme s'enfuir et elle trouve une femme par terre, en sang, mutilée. Vraiment, c'est une catastrophe. Et puis il va se passer un phénomène un peu bizarre avec cette femme. Elle arrive pas, elle le comprend pas sur le moment, et puis elle se réveille à l'hôpital. Voilà, elle a pas de souvenirs et elle se réveille à l'hôpital. Alors évidemment, elle demande des nouvelles de la femme, si on l'a retrouvée et tout le monde lui dit qu'il n'y avait pas de femme, il n'y avait pas de corps, il n'y avait rien. On l'a retrouvée à l'extérieur du parc alors qu'elle était à l'intérieur. Il y a des petits éléments comme ça qui font que elle comprend pas tout ce qui se passe. Elle se demande si elle est folle. Les gens lui disent que peut-être elle est folle. Et elle va petit à petit comprendre qu'on lui a donc transféré le souffle de Midas. Il y a toute une mythologie mise en place par l'autrice ici, donc Alison Germain. Et vraiment j'ai adoré, je trouvais ça très cool. À partir de là, du coup, elle se retrouve avec cette espèce de pouvoir du souffle de Midas qu'elle n'a pas demandé, et elle sait pas ce que c'est, elle sait pas à quoi ça sert. Normalement, avant qu'on te transmette le souffle, il y a toute une formation pour qu'on t'apprenne l'univers, les pouvoirs, la mythologie, tout ça. Mais elle n'a pas eu ça, donc elle a une espèce de mini-formation en accéléré. En même temps, parce que sinon c'est pas drôle, il y a des gens qui la poursuivent. Évidemment, si on a agressé la précédente détentrice du souffle de Midas, c'est pas pour rien. Donc des gens en ont après son pouvoir, et donc après elle, Louise. Et donc voilà, elle va naviguer un peu au milieu de tout ça, elle se débrouille comme elle peut.
et j'ai trouvé ça vraiment cool. Ce que je reproche généralement aux sagas young adult comme ça, c'est de mettre des plombes à démarrer, et vraiment je me fais chier dans les 100 premières pages. Là c'est pas le cas, pour deux raisons principales. Je pense premièrement parce que je trouve le personnage vraiment cool, c'est vraiment sympa, et deuxièmement parce que la scène où elle découvre cette pauvre femme mutilée dans le parc arrive quand même extrêmement tôt dans le bouquin, et donc en fait, en tout cas sur moi ça a marché, t'as envie de savoir pourquoi elle s'est fait agresser, pourquoi elle était en sang, pourquoi personne n'a trouvé son corps, c'est quoi ce délire, tu vois, genre un corps au milieu d'un parc c'est quand même visible normalement, mais là personne ne l'a trouvé, le corps a juste disparu, et du coup t'es rapidement prise dans cette espèce de frénésie comme Louise, et vraiment j'ai trouvé ça génial. Je vais essayer de relire le tome 2 dans pas très très longtemps, parce que le tome 2 je l'ai aussi lu, j'ai décidé en 2023 de relire les tomes 1 et 2 avant de lire le tome 3, parce que j'ai jamais lu le tome 3 encore, mais j'avais plus vraiment de souvenir du tome 2 au moment de lire le tome 3. Le tome 1 je m'en rappelais vraiment bien, mais le tome 2 pas tant que ça, donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais relire les tomes 1 et 2 avant de m'attaquer au tome 3. Et donc, pour vous, dans le prochain plan qui arrive juste maintenant, vous allez m'entendre parler du tome 2. Je continue cette vidéo et quelques semaines plus tard, donc puisque j'ai lu l'ultime oracle, le tome 2 de la saga toujours de Alice Saint-Germain. D'ailleurs je viens juste de le voir mais je suis dégoûtée. Le Oméga là, le doré du Oméga il est tout parti là. C'est trop triste. Vraiment c'est trop triste. Bref, j'ai terminé ce livre là, donc pour moi on est au mois de mai puisqu'il était dans ma palle du mois de la fantaisie, et je pense que j'ai un peu moins aimé ce tome 2 que j'ai aimé le tome 1, et j'ai un peu moins aimé le tome 2 à la relecture qu'à l'époque. En fait, quand tu lis un livre pour la première fois, il y a des choses auxquelles tu fais pas forcément attention. Je me rappelle que la première fois, j'avais juste envie de découvrir en même temps que Louise, c'est comme ça qu'elle s'appelle le personnage principal, je ne sais plus. J'avais juste envie de découvrir tout cet univers-là en même temps qu'elle, et puis il se passe pas mal de choses quand même. Il y a des attaques, des combats, il y a les méchants contre les gentils, en gros c'est ça, et évidemment nous on est dans le camp des gentils, et voilà, quand je l'ai lu pour la première fois, j'avais juste envie de comprendre, alors déjà, qu'est-ce qui s'était passé réellement à la fin du tome 1, parce qu'il y a une espèce de mini retournement de situation à la fin du tome 1 qui fait que t'as juste envie d'avoir le tome 2 et de le lire. Voilà, là j'avais pas cette envie irrépressible de lire le tome 2 parce que je connaissais déjà, donc je savais déjà ce que ça signifiait, cette espèce de quiproquo bizarre à la fin du tome 1. Bref, et là en fait du coup à la relecture j'ai fait un peu plus attention à toutes ces choses auxquelles j'avais pas fait attention à la première lecture, et ce qui me dérange principalement dans ce tome là, alors c'est une saga que j'aime beaucoup, en tout cas les deux premiers tomes je les ai adorés, j'ai pas encore lu le tome 3 et je vais le lire bientôt, normalement, enfin j'espère, d'ici la fin de l'année, c'est le but. Bref, c'est une saga que j'adore, vraiment c'est un univers que je trouve génial, mais dans ce tome 2, ce qui m'a principalement dérangé, c'est que Louise, je vais continuer à l'appeler Louise, hein, il me semble que c'est Louise, bref, passe son temps à ramener ce qui se passe à des références culturelles de son quotidien à elle, de sa vie humaine à elle, et de ma vie humaine à moi, enfin de ma vie à moi, vous voyez ce que je veux dire, parce que je suis humaine, bref, mais ces petites rappels, elle fait référence à des films, elle fait référence à des séries, je crois que dans ce tome 2, comme dans le tome 1, il y a quelques petites références à Harry Potter, et c'est pas surprenant quand tu connais l'autrice, enfin, du moins à travers les réseaux sociaux, je la connais pas personnellement, mais c'est pas très surprenant qu'on ait des références à Harry Potter et à d'autres univers. Mais en fait moi à chaque fois que j'avais ça, ça me déconnectait de l'univers, ça me déconnectait du côté fantastique, du côté fantastique merveilleux, j'entends par là, vous voyez, de cet univers avec des griffons, je sais même plus, il y a plein de créatures bizarres comme ça, enfin des créatures qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, et avoir ces références très terre à terre, ouais, ça me déconnectait de l'univers, de l'ambiance, de la magie et tout, et je trouve ça dommage. Dans la deuxième moitié de ce tome 2, je dirais qu'il y en a plus, ou quasiment plus, il y en a peut-être une dans toute la deuxième moitié, parce que vraiment, et là en fait, ça me plonge vraiment dans l'univers, et je suis vraiment dans ce qui se passe, ce côté fantastique et tout, et je trouve ça vraiment génial. J'aurais aimé qu'il y ait un petit peu moins ce genre de référence là, maintenant ça va pas non plus gâcher la lecture à 100%, c'était un petit peu dérangeant et j'aurais préféré que ça soit pas là. Mais ça m'a pas empêché d'aller au bout du tome 2, et ça m'empêchera pas de lire le tome 3 que j'ai vraiment hâte de lire et hâte de découvrir, parce que
parce que j'ai jamais lu le tome 3 en fait, j'ai jamais lu le final de cette saga. Et puis aussi ce tome 2 est un peu plus sombre que le tome 1. Alors dans le tome 1 on est dans la découverte, dans le tome 1 on est principalement en Angleterre, dans un monde qu'on connaît, avec des rues qu'on connaît, dans un univers qu'on connaît, enfin qu'on connaît, qui existe réellement en tout cas. Ici on est vraiment dans la ville d'Estiapolis, donc la ville où vivent les Homérides, donc qui n'est pas une ville humaine et qui n'est pas une ville accessible à des humains normaux comme vous et moi. Enfin, j'espère que vous êtes des humains normaux. Bref. Et donc, on est beaucoup moins... Je me suis perdue, j'ai perdu le début de ma phrase, je dois vous avouer. Oui, dans le tome 1, on est donc dans la découverte de l'univers, dans la découverte de ce qui va se passer, de ce qui va arriver à Louise et dans notre monde à nous. Ici, on sait exactement quels sont les enjeux pour Louise, pour les pouvoirs, pour les Homérides, tout ça. Le grand méchant, on l'a découvert dans le tome 1, bidule, machin. Et donc là, on est plus dans essayer de découvrir réellement ce que veut le grand méchant. Je continue de l'appeler comme ça, à la fois parce que je me rappelle plus de son nom, je vous avoue, mais aussi ça m'évite de vous spoiler. Bref, donc essayer de découvrir qu'est-ce qu'il veut réellement, quel est son plan, comment il va le mettre en place, qui sont ses alliés, pour essayer de déjouer ses plans et essayer de le contrer. Et en même temps, il y a des combats qui sont inévitables, et il y a des blessés, il y a même des morts. La fin de ce tome 2 est un crève-cœur, vraiment. Et il y a aussi toute la mythologie qui est développée avec plusieurs dieux. Il y a une Pity qui prend pas mal de place dans ce tome là et on est un petit peu dans la tête de la Pity. Ici dans le tome 1 on est que avec Louise et que dans sa tête à elle. Ici on est de temps en temps, alors c'est vraiment très peu en comparaison de Louise qui reste le personnage principal, mais on est quand même dans certains chapitres avec la Pity qui va au temple pour vénérer, il me semble que c'est Apollon. Je sais plus trop, je suis désolée. En tout cas, elle va prier un dieu. En gros, elle va entrer en connexion avec un dieu. Et ce dieu lui donne de temps en temps des prophéties, des espèces d'oracles. L'ultime oracle. Voilà. Et on découvre du coup un peu plus sur les univers, les dieux, comment ça se passe, comment la ville est organisée. On découvre la ville d'Estiapolis. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 2. J'adore l'univers et j'aime beaucoup le personnage de Louise. J'espère juste que le tome 3 sera dans la lignée de la deuxième moitié de ce tome 2, c'est-à-dire avec le moins possible de références à la vie humaine de Louise. Moi, j'aimerais complètement oublier qu'elle est humaine, enfin qu'elle était humaine de base et juste être dans l'univers, quoi. Voilà, mais sinon j'ai adoré. Je vous retrouverai dans cette vidéo pour la fin de cette vidéo quand j'aurai lu le tome 3 du coup. Je vous retrouve donc pour conclure cette vidéo avec le tome 3. Et ce qu'il y a drôle, je sais pas si c'est le bon mot, mais ce qui est fun, c'est que si vous avez suivi les vlogs du mois de septembre et le vlog du week-end à 1000, vous savez depuis le début de la vidéo que j'ai jamais terminé ce tome 3. Moi, je ne le savais pas, mais j'ai abandonné ce tome 3 à la page 79. Il n'est pas exclu qu'un jour je retente ce tome 3, mais là, non. Pour plusieurs raisons. Donc on suit toujours Louise, évidemment. On la retrouve ici à essayer de se dépatouiller avec ce qu'elle a appris dans le tome 2, globalement. Mais il y a plusieurs raisons qui font que j'arrive pas à lire ce livre. En fait, je l'ai commencé au mois de septembre parce qu'il était dans ma page du mois de septembre et tout. Et dès le début, ça a coincé, comme la première fois que j'avais essayé. Mais en fait, la première fois que j'avais essayé, je m'étais dit que c'était parce que je me rappelais pas des tomes d'avant et que c'est pour ça que j'avais du mal à lire. Et donc c'est pour ça que j'ai relu les tomes 1 et 2 avant de retenter ce tome 3. Sauf que là, du coup, j'avais particulièrement bien en tête les tomes 1 et 2, même si j'ai lu le tome 1 au mois de mars et le tome 2 au mois de mai, un truc comme ça. J'avais particulièrement bien en tête les tomes 1 et 2 au moment de commencer ce tome 3, beaucoup plus que la première fois que je l'avais essayé, et pourtant ça coinçait toujours. Et ça m'agaçait parce que j'arrivais pas à comprendre ce qui m'agaçait autant et pourquoi ça coinçait en fait. Ça coinçait et je savais pas pourquoi ça coinçait. Du coup, je continuais à lire. Alors au final, j'ai pas lu énormément de pages, mais j'ai dû lire ça en peut-être 2-3 jours. Puis je l'ai mis en pause, je suis partie en week-end pour mon anniversaire, tout ça. Quand je suis revenue, je l'ai pas repris et donc je l'ai repris fin septembre sur le week-end d'Amil que vous avez eu en vlog il y a pas très longtemps. Mais pour moi, c'était il y a quand même un petit bout de temps, au moment où sort cette vidéo du moins. Et là, j'ai compris. Sur le week-end d'Amil, j'ai eu 6 pages. Et en 6 pages, avec le recul, en fait, j'ai identifié tout ce qui me dérangeait dans le livre, tout ce qui bloquait avec moi. La première chose que j'ai notée, c'est l'écriture. C'est pas que c'est mal écrit, c'est qu'il y a des tournures de phrases
qui font que ça coince. J'ai presque... En fait, je pourrais presque dire que c'est mal traduit. Si ça avait été un livre traduit, j'aurais accusé la traduction. Mais c'est pas un livre traduit, donc ce sont des phrases choisies par l'autrice, des phrases écrites par l'autrice. Et j'ai beaucoup de mal à dire ça parce que j'aime beaucoup Alison Germain, j'aime beaucoup Lily Bookin, je la suis, donc Alison Germain et Lily Bookin, pour ceux qui n'auraient pas la ref, c'est la même personne. Hein. Lily Bookin, c'est juste son nom de booktubeuse, et Alison Germain, c'est son vrai nom, et donc son nom d'autrice. Mais j'aime beaucoup Alison Germain, j'adore la suivre et tout, quand elle faisait des vlogs d'écriture et tout. Vraiment, j'adore Alison Germain. En plus, j'ai pu la rencontrer, puisque le tome 1 que j'ai est dédicacé. Mais ça coince. Je vais vous lire une phrase. Alors, c'est une phrase parmi les 79 que j'ai lues, mais c'est quand même assez régulier qu'il y ait des choix de tournure de phrases comme ça qui me paraissent bizarres. Et c'est un des trucs parmi tout ce que je vais citer maintenant qui me sortent de ma lecture et de l'univers en fait. Donc, la phrase « Pensez-y, Angus, entendis-je sortir de la bouche de la déesse ?» Qui, en France, dans sa tête, parce que là on est dans la tête de Louise qui surprend une conversation entre deux personnes, c'est pas qu'elle discute avec les gens, vous voyez, c'est ce qu'elle se dit dans sa tête, tu vois. Comment ça tu te dis entendis-je dire? Personne se dit ça, c'est un temps de verbe qu'on n'utilise même pas dans la vraie vie, même pas quand tu parles à des gens. Tu dis j'ai entendu dire, oui, tu dis pas entendis-je dire, c'est pas vrai, c'est pas quelque chose que tu utilises, et c'est pas que c'est mal écrit, vous voyez, c'est pas nul. C'est juste, et puis encore une fois, c'est une phrase parmi tant d'autres, hein, on est d'accord. Mais c'est juste que moi, ça me décroche de ma lecture. J'ai noté plein de trucs. Ce début de tome 3 est très lent. Je pensais l'avoir dit dans la partie où je parle du tome 2, mais je l'ai pas dit. Le tome 2, pour moi, n'est pas victime du syndrome de la trilogie. Si on disait, on peut dire ça comme ça. En gros, dans une trilogie, en général, enfin, 80% des trilogies, je dirais, on a un tome 1 qui est introductif, qui présente l'univers, les personnages, les enjeux, tout ça. Un tome 2 qui est un tome de transition entre cette présentation et le final, qu'on aura dans le tome 3. Et donc le tome 3 est censé être le final, la conclusion, un truc un peu explosif, où il se passe plein de trucs, où les choses s'enchaînent surtout, et où il n'y a pas de temps mort dans un tome 3 parce que c'est la conclusion de l'univers, vous voyez ? Alors, c'est schématisé, évidemment, encore une fois, toutes les trilogies sont pas comme ça, et tous les tomes de transition, donc tous les tomes 2 sont pas nuls. C'est pas parce que c'est un tome de transition que c'est nul. Mais c'est en général comme ça qu'une trilogie est construite, c'est un peu comme un plan thèse, antithèse, synthèse, vous voyez, c'est un peu le schéma classique. Et bah le tome 2, c'est pas le cas. Le tome 2 est dans la continuité du tome 1, où en fait, on continue à découvrir l'univers, les enjeux et tout. Et donc, cette phase de transition, elle existe, et elle est dans ce début de tome 3. Or, moi, je commence le tome 3 en ayant eu un tome 2 que je trouve très cool et en m'attendant à ce qu'on continue dans cette lignée et que ça soit même encore mieux parce que c'est le tome 3, parce que c'est le final. Sauf qu'en fait, je me retrouve avec là, au minimum, 80 pages de transition. Où il se passe rien, où on prépare, on met en place. En fait, c'est un temps de calme avant, clairement, l'affrontement final. Je sais pas trop ce qui va se passer à la fin et peut-être que je le saurai jamais. C'est ouf parce que j'avais hâte de découvrir ce final et je ne l'ai pas lu du coup, mais ouais, c'est clairement très lent, vraiment, c'est clairement transitif et je m'ennuie en fait. Voilà. La troisième chose que j'ai notée, c'est qu'on a un autre point de vue. Ici, on est dans quelques chapitres dans la tête du frère de Louise. Alors dans le tome 2, c'est le cas, on a d'autres points de vue, mais dans le tome 2, il y a un intérêt à ce qu'on ait ces autres points de vue. Ils apportent réellement quelque chose, je trouve, alors qu'ici, être dans la tête du frère de Louise, ça ne fait qu'encore plus ralentir le rythme de l'histoire. Et j'ai pas vu l'intérêt de ça, vraiment. Alors peut-être que si je vais au bout du tome 3, je comprendrai l'intérêt d'être dans la tête de Marshall à ce moment-là. Mais là, au début... En fait, là, je suis en train de vous énoncer toutes les raisons qui ont fait qu'au final, j'ai pas été au bout. Et en fait, ça, plus ça, s'il y avait eu qu'un truc ou que deux trucs parmi tout ce que je cite, peut-être que je serais passée au-dessus et j'aurais été au bout. Mais tout ça cumulé, je peux pas, en fait. La chose que j'ai notée ensuite, du coup, c'est la gestion de la trilogie qui pour moi n'est pas... Enfin, faire un début de tome 3 aussi lent, en fait, c'est pas ce à quoi je m'attendais en commençant le tome 3. Et du coup, j'ai été perturbée. C'est aussi pour ça que j'ai mis du temps à identifier pourquoi ça coinçait. Ensuite, j'ai noté que le monde réel était trop présent. Ça, j'en ai déjà parlé
quand j'ai parlé du tome 2. Et quand j'ai parlé du tome 2, j'ai dit qu'on avait des références au monde réel auquel appartient Louise au début de la saga et auquel nous, on appartient. Et qu'en fait, plus on avance dans le tome 2, moins on a ces références-là. Et en fait, je sais plus, mais je crois que je dis que j'espère que le tome 3 sera dans cette lignée-là, sans ces références au monde réel. Parce que le problème que j'ai, c'est que là, on est avec Louise, qui est dans le monde des Homérides, avec des créatures fantastiques, avec des déesses, des dieux, des demi-déesses, des pitiés, des trucs magiques, vraiment, qui appartiennent au monde fantastique créé par l'autrice. Et pourtant, Louise passe son temps à faire des références au monde réel. Et je l'ai déjà dit pour le tome 2, mais moi ça me sort de ma lecture, ça me sort de l'univers. En fait, vraiment, ça me fait comme un électrochoc qui me dit on est dans le monde humain. Alors qu'on n'est pas dans le monde humain. Du coup, je ne comprends pas pourquoi on a encore ces références-là au monde réel. C'est des références à des films, à des séries que nous on connaît, que nous on a vu et que Louise a vu. C'est vrai, ok. Mais pourquoi, alors qu'elle est plongée littéralement jusqu'au cou, et même plus encore dans un monde de fantastique, pourquoi elle se raccroche encore et toujours à cette part d'humanité? Moi, je comprends pas, en fait. Pourquoi ramener ça en plein milieu de cet univers fantastique qui est génial? Vraiment, ça me... En fait, ça me ramène littéralement à la réalité, et donc ça me sort de l'univers, et j'aime pas du tout cette sensation quand je lis. Voilà. Et ensuite, alors ça, je ne l'ai pas identifié dans les tomes d'avant. Je sais pas si c'est juste parce que ça m'a pas dérangé, ou parce que ça y était pas, ou parce que j'ai pas fait attention. Mais là, en fait, on est principalement dans la tête de Louise. En fait, on est soit dans la tête de Louise, soit dans la tête de Marshall, son frère. Donc on est, quoi qu'il arrive, dans un point de vue unique. Enfin, vous voyez, on est dans la tête de quelqu'un. Or, régulièrement, et c'est lié aux tournures de phrases aussi, t'as l'impression que oui, on est dans la tête de Louise, sauf que l'autrice glisse des informations qu'on n'est pas censé avoir si réellement on est du point de vue de Louise. En gros, c'est un espèce de mini point de vue omniscient qui vient comme ça de temps en temps dans la tête de Louise. C'est hyper chelou, je sais pas pourquoi elle a fait ça, je sais pas, c'est très bizarre. Et en fait, cette espèce de mini point de vue omniscient, pourquoi en fait? Soit t'es omniscient et du coup on sait tout, soit t'es dans la tête de Louise et elle sait des trucs qu'elle nous donne, soit t'es dans la tête de Louise et elle a pas ces infos-là. Mais pourquoi t'es dans la tête de Louise et d'un coup, il y a ces espèces de mini-infos qui débarquent, qui déboulent? Ça n'a pas de sens en fait. C'est pas possible si on est du point de vue de Louise qu'on sache, nous, en tant que lecteur et lectrice, des infos que elle ne sait pas alors qu'on est dans sa tête. Vous voyez, c'est très perturbant à lire et tout ça fait que même si j'avais vraiment envie de connaître la fin de l'histoire et le fin mot de cette histoire, bah j'ai décroché. J'ai complètement décroché. Et j'ai arrêté le livre avant que j'en vienne à ne plus supporter le personnage principal pour me laisser une chance, un espoir de peut-être un jour retenter ce tome 3 ou peut-être la trilogie complète, je ne sais pas. Mais là, si je continue en fait, là maintenant tout de suite, Louise va réellement me taper sur le système. Et je vais lui en vouloir à elle, parce qu'il se passe rien, parce que c'est mou, parce qu'elle parle bizarrement, parce qu'elle sait des trucs qu'elle n'est pas censée savoir, parce que son frère me saoule. Vous voyez? Du coup, je suis très triste. Vraiment, je suis dégoûtée. Ça me fait exactement le même sentiment qu'avec La Ville sans vent de Léonore de Villepoix. La Ville sans vent, j'ai adoré le tome 1, j'ai surkiffé le tome 1 et je n'ai encore aujourd'hui jamais réussi à finir le tome 2. J'ai abandonné le tome 2 à peu près à la moitié de La Ville sans vent parce que pareil, c'était très lent, c'était très mou et je m'ennuyais alors que le tome 1 avait été génial. Ben là, on est exactement dans le même cas. Je sais, pour avoir suivi ses vlogs pour avoir suivi les vlogs de Lily Booking, qu'elle a eu du mal à l'écrire ce tome 3. Ben moi, j'ai du mal à le lire. Peut-être qu'un jour, je réussirai à le terminer, à le reprendre, à le recommencer. Mais là, en l'état, j'ai décidé que ce serait pas maintenant. J'ai quand même beaucoup blablaté sur ce tome 3 et la vidéo du coup est un peu longue, mais j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez réagir en commentaire, n'hésitez pas. Moi je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.